c'est la première fois qu'on me présente juste après Jérôme Cahuzac. Mais enfin, je vais assumer. Il faut dire que l'organisation a quand même prévu, et je leur dis merci, de vous détendre quelque peu avant un exposé un peu plus aride avec ce service après-vente et au fond ce langage Scala qui va me permettre de m'exprimer devant vous. On m'a demandé de réfléchir un peu avec vous au nouveau partenariat, au fond à la nouvelle donne un peu dans laquelle on se trouve d'un point de vue mondial, au fond dans cette société mondiale qui est actuellement un petit peu bouleversée, d'essayer de voir quelques lignes d'avenir pour que vous ayez et que nous ayons ensemble un débat sur un peu les points de repère qui sont intéressants à observer aujourd'hui dans cette société mondiale de l'information qui se développe et qui finalement est l'atmosphère dans laquelle les uns et les autres nous évoluons. Alors, on vous a dit que j'étais quelqu'un qu'on ne présentait plus. Bon, je suis méfiant sur tous les hommages. Vous savez, c'est Pierre Brasseur qui disait ça une fois. Un homme qui reçoit une gifle est un homme giflé. Un homme qui reçoit un hommage est un homme âgé. Donc je suis attentif à tout ça, je me méfie. Mais j'ai un regard, en effet, assez transversal. Actuellement, nous accueillons à Paris 150 leaders chinois, des très grands groupes chinois, qui viennent pour investir, partager. Et ça nous donne l'occasion de réfléchir un peu. Je fais ça assez régulièrement avec des Brésiliens, avec les gens des BRICS. Et ça me permet de regarder un petit peu la société dans laquelle on vit et de voir un peu quelles sont quelques lignes de force pour l'avenir. C'est ce sur quoi j'ai réfléchi en réfléchissant à ces nouveaux partenariats, à ces nouveaux équilibres nécessaires. J'ai trois regards que je porte simultanément sur notre société mondiale, un regard politique, un regard économique et un regard culturel. Sur le mouvement politique, je pense qu'il se passe quelque chose d'assez intéressant qui est quand même lié en grande partie à un déclin relatif des États-Unis, c'est qu'au fond, plus personne ne voit le monde comme un monde sur lequel l'objectif serait la domination des uns sur les autres. Au fond, ce monde très hiérarchisé, ce monde assez pyramidal, ce monde où on rêve de voir sa sécurité protégée par une grande puissance, est un monde qu'on est en train progressivement d'effacer. À la place de ce monde qui fut, avec la vieille Europe, un monde uni cellulaire, puis qui fut bipolaire du temps de la guerre froide, qui est aujourd'hui un monde multipolaire. Et au fond, ça, c'est très important, parce que c'est la nouvelle donne qui est caractéristique aujourd'hui des rapports de force et des partenariats. Au fond, l'objectif n'est plus la domination, mais l'équilibre intelligent. C'est toutes les différences qu'il peut y avoir entre le hard et le soft power. Et c'est cette logique multipolaire où des gens comme les Indiens, comme les Chinois, veulent aujourd'hui essayer de développer leur influence dans une logique qui est une recherche d'équilibre et non pas simplement dans une recherche de domination. Et ça produit un effet qui est très important, notamment pour nous Français, c'est qu'au fond, la mode, la force aujourd'hui, elle est au continent. Et c'est, je pense, un point clé aujourd'hui de voir que les pays continents sont en train de dominer la géopolitique actuelle. Au fond, c'est vrai naturellement sur le plan économique, parce que quand vous avez des marchés aussi larges que les marchés indiens, brésiliens ou chinois, ou même en Afrique du Sud, quand vous lancez un produit sur votre marché domestique, il a déjà les normes de compétitivité du marché mondial, tellement votre marché domestique est grand aujourd'hui. Et au fond, on voit que ces pays continents, qui sont les pays qui donnent la croissance aujourd'hui, le grand moteur du monde aujourd'hui, ce sont les pays continents, et ces pays continents, ils ont en général trois leviers pour leur puissance. Il y a le levier militaire, qui est un levier majeur, qui reste dominant. On voit que la Chine aujourd'hui est en train de développer ses budgets militaires de manière très significative. Selon les appréciations des uns et des autres, c'est de l'ordre de 15% par an. Donc c'est une volonté très forte d'essayer d'avoir une certaine puissance. Et naturellement, les États-Unis qui construisent encore aujourd'hui leur rapport de force mondiale, presque, je dirais, plus sur leur budget militaire
que sur les dollars. Vous avez peut-être vu que le président chinois, pas le nouveau Park Xi Jinping, mais le prédécesseur, Hu Jintao, devait aller aux États-Unis et il a annoncé que si les États-Unis continuaient à livrer des armes à Taïwan, il n'irait pas aux États-Unis. Eh bien, Obama a décidé de livrer les armes, il y en avait pour plus de 6 milliards de dollars, il a sorti cette commande qui était dans ses tiroirs et le président chinois est quand même allé aux États-Unis. Le rapport de force se faisait là sur la défense, sur le budget de défense. C'est le premier des critères qui est très important. Le second, c'est évidemment le critère de la monnaie. On voit aujourd'hui partout une course un peu à la dépréciation monétaire. Le dollar cherche à être le plus bas possible. Le yuan lui-même modère, tant qu'il le peut, sa propre réévaluation, sa réappréciation. Et on voit bien qu'on est dans ce paradoxe-là aujourd'hui où le rapport de force pays riche, pays pauvre est en train de s'inverser en fonction des taux d'épargne et en fonction des capacités de réserve dont disposent les pays. Ainsi, quand un Chinois gagne $1, un Américain gagne 25 $. Mais sur ces 25 $, l'Américain, il en dépense 26. Sur 100 $, le Chinois, il en économise 50%. Taux d'épargne exactement 40%. C'est-à-dire que c'est l'épargne aujourd'hui du fragile qui finance le déficit du plus riche. On voit bien que ce paramètre-là, naturellement, est un paramètre en grande partie continental, parce que pour avoir cette force-là, il faut naturellement une puissance continentale. Et on voit que ce rapport de force continentale n'est pas accessible à tous. La France a du mal dans ce rapport, je vais y revenir, on le joue sur un certain nombre de points, mais globalement aujourd'hui, sur le plan militaire, et malgré notre défense nucléaire, sur le plan monétaire, et malgré la constitution de l'euro, on voit bien que seuls les grands pays continents aujourd'hui sont très puissants sur ce rapport de force. On est continent aussi par l'armée et par la monnaie, mais évidemment par les capacités technologiques. Ça vous intéresse évidemment aussi bien les GICS que les BOX qui sont ici. Au fond, vous avez aujourd'hui des capacités de cyberattaque qui sont assez développées, et vous avez peut-être vu même cette première grosse opération dite de stratégie furtive des États-Unis. C'était en juillet 2010, où par la pénétration de 30 000 ordinateurs Siemens, les États-Unis ont réussi à parasiter sérieusement une centrale nucléaire en Iran, puisque les centrifugeuses ont été accélérées de manière à ce qu'elles puissent les unes et les autres être hors d'état de marche. Et donc il y a eu là cette opération qui s'est appelée Olympic Games, qui est une opération qui se développe aujourd'hui et dont on voit bien que seuls les très grands pays à très grande puissance sont des joueurs majeurs de cette dynamique-là, qui impose évidemment cette puissance au continental et à la démarche continentale dont les BRICS aujourd'hui sont des pays qui ont su se construire un réseau et avoir une vraie puissance, une puissance aujourd'hui de continent en réseau, ce qui est sans doute le summum aujourd'hui de la puissance, non seulement la dimension continentale, mais en plus la capacité de réseau. Et les BRICS ont une capacité de réseau, j'y reviendrai tout à l'heure, y compris sur un plan tout à fait stratégique et politique. Ce qui veut dire que dans ce contexte-là, vous voyez que ça pose des questions notamment sur la puissance du politique, et sur le fait qu'il faut relativiser aujourd'hui le politique, surtout quand le politique n'est pas de nature continentale. J'y reviendrai aussi sur la question européenne, où évidemment, au moment où les continents émergent, c'est le moment où nous, le continent européen, exprime certaines faiblesses, ce qui est quand même particulièrement préoccupant. Et on voit que dans ce contexte-là, l'économique, le monétaire, le technologique a un peu tendance à l'emporter quelquefois sur le politique. Alors, c'est assez amusant parce que dans la société française, on est encore aujourd'hui à croire que le politique domine tout. Et c'est assez amusant, ça peut être même pour certains assez triste, de voir les propos du week-end des hommes politiques français où on a encore le sentiment que c'est le politique qui gouverne et qu'il suffit de mettre une taxe ici et la taxe sera partout répandue dans le monde, qu'il suffit d'interdire les OGM là, mais on voit bien que les OGM, s'ils ne sont pas interdits ailleurs, ils circulent dans le monde, et on voit bien que le politique, très souvent, et c'est un des sujets majeurs de notre société, c'est que très souvent, le politique ne tient pas sa promesse parce qu'il s'inscrit dans un système d'impuissance
et auquel cas, comme on est dans des pays, surtout les pays latins, où on gonfle au maximum la promesse politique pour gagner l'élection, mais même celui qui est de la meilleure bonne volonté du monde, quand il accède au pouvoir, parce que quelquefois il a trop promis, et aussi parce que les électeurs souvent attendent un certain nombre de promesses, on se trouve dans un déficit du politique, une contestation du politique. Et au fond, en France, on a un peu ce sentiment-là, c'est que l'overdose de promesses politiques déclenche un certain nombre de phénomènes qui, dans la société, peuvent faire des dégâts énormes. Je vais vous raconter une anecdote, parce que la première fois que j'ai eu conscience qu'il fallait regarder le processus politique avec humilité, c'était quand j'étais plus jeune, que je présidais la région Poitou-Charentes, du temps où elle était présidée. Et nous faisions une inauguration dans la très belle ville de Rochefort, en Charente-Maritime. Rendez-vous compte, une entreprise américaine qui s'appelait Malichaud avait traversé l'Atlantique pour venir créer 400 emplois à Rochefort en Charente-Maritime. Alors on était tellement contents et tellement fiers qu'on avait fait une très belle inauguration et le maire a pris la parole, ceint de son écharpe, pour expliquer que grâce aux services municipaux, grâce à la promotion de la ville de Rochefort, là-bas sur la côte atlantique, on avait réussi à montrer combien ce territoire de Rochefort était attractif. Puis a pris la parole le président du Conseil général, qu'expliquant grâce aux zones industrielles, grâce à nos envoyés spéciaux, grâce à la capacité de communication que nous avons eue, les Américains ont pris l'avion, sont venus en France, en Poitou-Charentes, en Charente-Maritime, ici à Rochefort, pour créer cet emploi dans cette zone extraordinaire. Le président de région est arrivé, tout fringant, pour expliquer que grâce à la politique particulièrement clairvoyante de la région, et grâce à sa politique de formation, parce que qu'est-ce qu'on fait sans la formation, grâce à cette politique-là, les Américains ont été séduits par cette intelligence ajoutée qu'apportait le Conseil régional à ce projet d'entreprise. Et cette capacité-là, eh bien, finalement, elle se trouve nulle part ailleurs, si ce n'est en Poitou-Charentes, et en l'occurrence à Rochefort. Et comme c'était fait, on avait fait venir le ministre, qui était le ministre de l'Intérieur, ministre de l'Aménagement du Territoire, et qui est arrivé pour expliquer que grâce à la représentation diplomatique française, grâce au travail quotidien des ambassadeurs, qui savent défendre l'image de la France, tout ça, eh bien, ces Américains avaient réussi à voir que l'attractivité de Rochefort était superbe. Et donc, la force française politique, du maire au ministre, tout le monde rassemblé, et là, le président de l'entreprise est monté à la tribune pour remercier, et dans un français impeccable, a dit « Si vous saviez le bonheur qu'est le mien, de créer 400 emplois dans ma ville natale. » Donc, tout ça pour dire qu'il vaut mieux avoir une vision plus humble de la question politique. Mais, dans le fond, ça révèle bien une question majeure qui nous est aujourd'hui posée, qui est la question de l'impuissance, et cette impuissance qui est liée à différents facteurs, dans la complexité de la société notamment, mais elle est d'autant plus forte qu'aujourd'hui, les grands acteurs, ceux qui ont vraiment de l'influence, ont la dimension continentale, et que ce soit par l'armée, que ce soit par la monnaie ou que ce soit par la technologie, ont des capacités à s'imposer. Donc la première idée, c'est que le monde multipolaire est un monde continental qui ne cherche pas la domination d'une puissance sur toutes les autres, mais qui cherche l'équilibre, c'est-à-dire ce que j'appellerais le grand deal mondial entre des puissances continentales. Ça, c'est la réflexion politique. Sur la réflexion économique, vous le savez aussi bien que moi, donc cette économie mondiale est en train de se développer considérablement, et au-delà des échanges, on est arrivé maintenant dans une logique qui n'est plus seulement la recherche de l'équilibre des échanges, mais qui est l'équilibre des projets. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Les 40 plus gros industriels chinois qui sont actuellement à Paris au sein de la délégation, là, ce sont tous des gens extraordinairement riches et puissants. Et ils ne viennent pas là pour vendre, ils viennent là pour bâtir des projets avec des entreprises, avec des partenaires, pour essayer de faire ensemble. Il ne s'agit pas qu'il y en ait un qui vende à l'autre, même qu'il ne s'agit plus d'équilibrer les ventes de l'un avec les ventes de l'autre, il s'agit de faire en sorte qu'on puisse avoir un certain nombre de projets en commun. Et ça, cette logique-là, elle est en train de s'imposer. Elle s'impose actuellement notamment par la Chine en Afrique, où les Chinois essaient non seulement d'obtenir toutes les matières premières dont ils ont besoin, mais aussi ils cherchent à avoir la capacité à développer
leur propre dynamique et essayer de faire en sorte qu'avec les Africains, ils puissent proposer à d'autres pays des produits, je dirais, binationaux. Cette logique de projet, on l'a traitée d'ailleurs en France, j'étais à l'époque à Matignon, quand on a par exemple décidé de faire l'usine Airbus à Tianjin. On savait qu'il y avait des questions de technologie, on savait qu'il y avait là des risques importants sur la technologie d'Airbus, mais on savait aussi que ce qui était l'ambition, c'était de faire des avions franco-chinois pour essayer d'avoir un accès mondial et qu'au fond, on serve du client comme un levier commercial et là du partenaire chinois pour vendre dans l'ensemble des pays, notamment des pays d'Asie. C'est un sujet majeur qui est posé au pouvoir public français, qui est posé aussi en matière d'énergie nucléaire à tous les grands industriels, EDF et Areva notamment, de savoir qu'est-ce qu'on fait en matière de nucléaire. Est-ce qu'on cherche à vendre encore quelques centrales en Chine ou est-ce qu'on fait un 4e générateur avec les Chinois pour le vendre au reste du monde? Vous voyez que ce type de stratégie aujourd'hui est assez difficile. Dès qu'on parle nucléaire, il y a toujours des gens qui s'estiment devoir pirater les réunions. Mais enfin, bon. Ouais, mais heureusement, ils sont bien connectés, donc ils nous entendent. Donc, ce qui me paraît très important, c'est de bien mesurer cela aujourd'hui, qu'au fond, si vous voulez faire une stratégie de développement du nucléaire français, sachant que, grosso modo, ce n'est pas les centrales qui vont être construites en Europe qui seront le marché demain, où sont les centrales, où est le marché, et ce marché, est-ce qu'on peut l'obtenir tout seul, avec une technologie qui nous permet aujourd'hui de faire une centrale tous les 10 ans, ou est-ce qu'il faut essayer d'avoir une autre vision et partager des projets plus significatifs? Dans ce contexte-là, il est évident que la dynamique de projet est en train de l'emporter sur des dynamiques de structure avec des foules de sujets qui sont posés. Par exemple, tous les pays du monde aujourd'hui ont une priorité dans leur budget, c'est vrai du 12e plan chinois, c'est vrai du plan indien, c'est vrai du Brésil, c'est le phénomène urbain, l'urbanisation maximum dans le monde. La ville est un sujet pour tous les gouvernements du monde, et dans la ville, la question numéro 1, c'est la question de l'environnement. Mais environnement pris au sens smart city, au sens développement durable, c'est-à-dire à la fois l'énergie, à la fois les transports en commun, à la fois les déchets, à la fois la qualité de l'eau, la qualité de l'air, c'est-à-dire la vie en commun. Cette logique-là, c'est une logique globale. Tous les pays du monde, évidemment les grands pays continentaux, les premiers parce qu'ils ont des processus de cités incroyables. La vitesse de l'urbanisation dans le monde est vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai eu une expérience personnelle sur Shenzhen, c'était dans les années 80, avec René Monori, qui était à l'époque président du conseil régional de la Vienne, moi j'étais donc président de la région. On a décidé de faire un jumelage entre la Vienne et ses 380 000 habitants et un territoire de Chine. Et on est tombé sur Shenzhen et ses 32 000 habitants. Et donc on a hésité à voir si on faisait un jumelage entre Shenzhen et Châtellerault, 32 000, 33 000, ou la Vienne. Mais comme nous sommes des élus particulièrement clairvoyants, qu'on a bien anticipé, on s'est dit Châtellerault, trop petit. Donc on a fait la Vienne, 380 000 avec les 32 000 de Shenzhen. Et maintenant, 15 ans après, grâce à cette clairvoyance des élus particulièrement engagés, la Vienne est passée, figurez-vous, de 380 à 420 000 habitants. Et Shenzhen est passé de 32 000 à 16 millions. Donc, mais il va de soi que quand vous avez des processus comme ça, vous avez des processus de très grande accélération. Ces processus-là imposent naturellement des logiques de technologie, de puissance technologique, et notamment des capacités à faire des offres. Et là se pose une question, par exemple, pour la France. Est-ce qu'on cherche à faire des offres françaises, franco-françaises, de se dire finalement, avec les architectes français qui sont plutôt bons, avec les Bouygues, les Vinci, avec les Suez et les Veolia, avec les Schneider et les EDF, avec Alstom et les transports en commun, est-ce que finalement, il n'y a pas sur cette grande commande mondiale qu'est la ville intelligente, la ville durable, est-ce qu'il n'y a pas une offre publique française à faire avec toutes ces entreprises? Ou est-ce qu'il faut faire des partenariats avec des Brésiliens, avec des Chinois, avec des Indiens? Vous voyez que cette question du projet, cette question du métissage aujourd'hui est une question majeure, sachant que
Autant dans un pays continental, vous pouvez dire qu'une entreprise est américaine, mais aujourd'hui, dans un pays comme la France, quand vous voyez la stratégie de Total, par exemple, Total est profondément chinois en Chine, profondément américain en Amérique, et même si le siège social et le président sont français, on voit bien que ce sont des entreprises qui sont terriblement métissées et pour lesquelles, aujourd'hui, la logique de projet dépasse naturellement les frontières. Et donc, dans cette économie globale, on voit l'importance qu'il y a maintenant à l'attractivité. C'est un sujet très important pour lequel je pense que la conscience française est en retard. On ne mesure pas suffisamment que les capitaux, les entreprises, les talents sont nomades, sont voyageurs, sont circulants, et qu'au fond, une des qualités majeures d'un territoire aujourd'hui, c'est d'avoir des capacités d'attractivité pour qu'on vienne créer chez lui, pour qu'on fasse en sorte qu'on investisse chez lui, pour que des talents s'épanouissent chez lui, et donc faire en sorte que l'attractivité soit une priorité économique. On est encore loin, je n'ai pas du tout d'esprit partisan dans ce que je dis, mais on est encore loin aujourd'hui dans notre pensée nationale de faire de l'attractivité un élément très important. Il faut encore aujourd'hui expliquer des investissements étrangers dans notre pays parce qu'on a peur à un moment ou à un autre que nos PME soient trop rachetées, que ceci, que cela. Et donc l'attractivité en soi n'est pas forcément une qualité que attirer et faire par exemple, je me souviens quand j'étais à Matignon, on essayait de faire des systèmes fiscaux pour que des cadres, des gens de talent qui sont à l'extérieur viennent chez nous, viennent créer chez nous. Naturellement, ça a déclenché un certain nombre de jalousies et un certain nombre de difficultés. Mouvement politique, mouvement économique avec cette logique aujourd'hui du projet métissé. Donc première logique, le continent. Deuxième logique, le projet métissé. Ce sont des sujets que je soumets à votre réflexion. Et le troisième élément qui est très important, qui est le mouvement culturel du monde. Et sur le mouvement culturel, au fond, aujourd'hui, l'idée que la valeur devient la diversité. Alors, c'est un sujet sur lequel il faut prendre un peu avec des pincettes suivant les nations, parce que par définition, la politique et la nation cherchent à mettre de l'unité dans la diversité. Et donc, le gouvernement brésilien, le gouvernement argentin, le gouvernement en Afrique du Sud cherchent à créer, dans des territoires extrêmement divers, cherchent à créer de l'unité. Mais globalement, dans le monde, on fait de la diversité une grande valeur. Et la diversité est reconnue comme un élément très important de ce qui constitue aujourd'hui la vie globale de la société de l'information mondiale. Ce qui veut dire que, par exemple, on a une ou deux normes pour les chemins de fer, on a finalement, dans un grand nombre de techniques, 2, 3 ou 4 normes, mais que globalement, on a plus de 3000 langues parlées dans le monde. Et qu'aujourd'hui, des langues minoritaires se développent. Donc il y a à la fois dans la globalisation une force d'uniformisation, mais il y a en même temps des forces de résistance, de résilience, qui font que les langues culturelles sont aujourd'hui de plus en plus développées. Et que la diversité devient une valeur. Ce qui, pour nous, est un sujet quand même assez intéressant parce que nous avons été formés dans l'Occident par les valeurs universelles et par un certain nombre d'éléments qui font que pour nous, par exemple, la vérité, on l'exprime au singulier. Il y a une vérité. Et dans ce débat aujourd'hui culturel de la diversité, on est obligé d'admettre l'idée qu'il y a plusieurs vérités. Et qu'au fond, si vous voulez reconnaître la diversité, vous êtes obligé de reconnaître la vérité de l'autre. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe entre l'Asie, parce qu'il ne faut jamais oublier que Confucius, notamment, a autant inspiré une partie du bouddhisme en Inde qu'une partie des Japonais et naturellement des Coréens, et que l'ensemble de l'Asie est très confucienne sur un plan culturel. Et ça, c'est un choc de culture qui est en train de s'imposer parce que l'importance économique de l'Asie fait que les échanges culturels sont essentiels et que derrière les produits, il y a un certain nombre de valeurs qui entrent. Tout comme ce fut le cas il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, derrière la pression américaine sur l'économie, notamment européenne, on a eu, avec un certain nombre de bonheurs, des idées, des éléments culturels qui sont venus avec les produits américains, qui nous sont venus d'Amérique, comme par exemple le rock'n'roll. Bon, mais tout ceci pour vous dire que la culture est quelque chose qui nous pénètre. Et je pense que parmi les choses importantes au niveau mondial aujourd'hui, il va y avoir ce débat entre la pensée occidentale et la pensée asiatique. Et ce point de vue-là, c'est très important pour nos schémas de pensée parce que
on ne peut pas dire que les uns ont forcément et nécessairement les autres ont raison par rapport aux autres. Pour être très schématique, mais ça mérite, il y a de très bons livres sur ces sujets pour ceux qui sont passionnés, je pense à François Julien, à Régis Debray, à quelques autres. Mais sur le fond des choses, la pensée asiatique est un moteur à 2 temps. La pensée occidentale est un moteur à 3 temps. En Occident, on nous a appris à penser avec une thèse qu'on va challenger, qu'on va critiquer, qui est une antithèse qu'on va essayer de mettre en confrontation pour déboucher sur une vérité, pour déboucher sur un dépassement, pour déboucher sur une éclaircie, pour déboucher sur quelque chose qui peut être plus grand que nous. C'est-à-dire qu'on a un processus évolutif qui est une confrontation d'abord de 2 types d'opinions, la thèse, l'antithèse, puis on va chercher un dépassement. Et ça a été mis dans la tête de nos civilisations d'abord par Aristote, puis Descartes évidemment et tout le rationalisme, et puis Karl Marx et notre éducation nationale qui a largement diffusé cette idée. Et donc dans ce contexte-là, on organise un processus par étapes de pensée. Et ce processus-là nous conduit à rechercher une vérité, un absolu, quelque chose qui s'impose à tout le monde comme une valeur universelle. De l'autre côté, l'Asie est un moteur à 2 temps. C'est le yin et le yang, la thèse et l'antithèse. On ne cherche pas à dépasser, on ne cherche pas une vérité absolue. On ne cherche pas de savoir si cet homme est un honnête homme, un type bien ou un type mal. On dit, cet homme-là, il a du bien, il a du mal, il a un yin, il a un yang. Cette situation, elle est positive, mais elle est aussi négative. Le bien est en moi, mais le mal est aussi en moi. Et je dois, si je veux être un honnête homme à la Confucius, je dois minimiser mon mal, mais le mal est en moi. Et de toute façon, dans toute situation. Et si je passe un contrat avec vous, je sais que vous êtes un type bien. Mais il faut aussi que je me méfie parce que dans certaines circonstances, vous pourrez me rouler. Car de toute façon, vous n'êtes pas un absolu, quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal. Vous êtes quelqu'un qui a du bien en lui, mais qui peut aussi me trahir si je n'y fais pas attention. Et dans ce contexte-là, où finalement le yin et le yang vivent ensemble, alors que nous essayons d'effacer le yin et le yang en créant une vérité supérieure. Eux, ils restent comme ça. Ce qui est quelque chose de très important dans le système de pensée, y compris d'ailleurs dans le processus de vie pour nous, parce que cet absolu nous a conduit à penser un jour à un créateur, pour la force des religions qui ont constitué la base de nos civilisations, mais après la religion et pour les scientifiques, le Big Bang, et quelle que soit la thèse de la création, il y a un événement créateur, il y a un temps zéro. Le mot création existe pour nous dans nos langues, c'est un mot essentiel. Quand vous signez un contrat, c'est un temps zéro. En Asie, il n'y a pas de temps zéro, c'est de la transformation. C'est un yin et un yang qui en permanence agissent l'un sur l'autre. Il n'y a pas de temps zéro. Vous vivrez une autre vie après celle-là. On ne vit pas autour du thème de la création, on vit autour du thème de la transformation. Et dans ce contexte-là, on est dans des systèmes de pensée qui sont évidemment des systèmes complètement différents, puisqu'au fond, je signe un contrat avec quelqu'un en Occident. Le contrat, c'est le point zéro à partir duquel on a fixé nos repères. En Chine, le lendemain du contrat, on peut discuter le contrat. Parce que le contrat, il peut se transformer. Et si vous me prenez pour un malhonnête parce que je rediscute le contrat, je vais mal le prendre. Parce que si je suis dans la culture asiatique, c'est normal que de toute façon, la transformation, elle est dans la vie. La vie est une transformation par le jeu des contraires. Ce qui fait que l'Asie, mais d'une manière plus générale dans les pays continentaux, notamment les BRICS, il y a cette logique aujourd'hui qui est tout à fait étonnante, qui est ce qu'on pourrait appeler le développement paradoxal, c'est qu'au fond, on peut être à la fois, comme c'est le cas en Chine, le pays le plus pollueur, mais en même temps celui qui investit le plus dans le photovoltaïque et dans toutes les énergies et les énergies nouvelles. C'est-à-dire qu'on est dans un paradoxe de contraire, tout comme on est à la fois très centralisé, avec un parti communiste qui occupe 90 millions de personnes, et donc un parti extraordinairement centralisé, mais en même temps un pouvoir des provinces très important. Carrefour a créé 50 hypermarchés en Chine sans parler avec Pékin. C'est au 51e que Pékin a convoqué le président de Carrefour pour lui demander d'expliquer sa stratégie en Chine. Les pouvoirs locaux avaient le seul pouvoir de décision pour l'ouverture d'un hypermarché pendant 50 projets de développement. Quand vous voyez un pays comme le Brésil, qui est un pays fédéral,
qui corrige ces équations budgétaires pratiquement tous les 2 mois. Donc on corrige en fonction des rentrées fiscales, on corrige en fonction de la croissance, on corrige en fonction des données économiques les dépenses budgétaires. Donc il y a un système extraordinairement centralisé par l'intermédiaire du budget. Mais c'est un pays qui lui aussi qui est fédéral et qui est extraordinairement décentralisé. Vous voyez que ces pays sont à la fois stratégiques, ils ont en général des commissariats au plan ou des plans, mais ils sont en même temps très empiriques et très pragmatiques. C'est au fond des concepts de développement paradoxal. Et nous ne sommes pas en Occident dans ce type de logique. Je pourrais développer ça, mais je ne veux pas être trop long pour qu'on ait du temps pour le débat. Mais au fond, pour moi, ce qui est le plus important, c'est cette capacité-là à être attentif à ce mode de pensée. Pour nous, Français, il y a dans ce mouvement-là un atout considérable qu'il ne faut pas mésestimer pour l'avenir, c'est l'importance de la francophonie, puisque dans la francophonie, on va sans doute être une des langues qui, là aussi, va participer à des nouveaux équilibres. Si on accepte l'idée que le français est une langue africaine, il y aura en 2050, il y aura 2 milliards d'Africains, dont peut-être 850 millions parleront français. C'est-à-dire qu'en 2050, vous aurez 1,3 milliard de locuteurs chinois, 1,3 milliard de locuteurs anglais, 1,3 milliard de locuteurs français. C'est-à-dire que, contrairement à tout ce qu'on dit aujourd'hui, le français n'est pas mort, le français n'est pas en disparition, mais naturellement, c'est à mesurer avec l'émergence de l'Afrique aujourd'hui. Il y a là aussi des données qui, sur le plan culturel, valoriseront ce qui me paraît aujourd'hui très important, cette idée de diversité. Et quand je vous parle des BRICS, vous savez que c'est les grands pays aujourd'hui émergents, mais derrière ces pays-là, il y a ce qu'on appelle les Next 11, les 11 derniers qui arrivent en croissance. Ce sont tous des pays à forte diversité culturelle, que ce soit l'Indonésie, le Vietnam, la Corée du Sud, l'Égypte, le Mexique, la Turquie, le Nigeria ou les Philippines. Voilà 3 mouvements que je voulais partager avec vous, le mouvement politique sur le continent, le mouvement économique sur le projet métissé et le mouvement culturel sur cette notion de diversité et d'écrire la vérité au pluriel. Au fond, dans ce contexte-là, cette analyse-là, qu'est-ce que j'en tire comme conséquence pour la France? Et pour avoir 4 réflexions, j'ai essayé de vous faire ce qui me paraîtrait être les 4 points cardinaux de la France, les 4 éléments de la boussole qui me semblent très importants. Pour la France, le cap, ça doit être l'Europe, et de ce point de vue-là, de mon point de vue, c'est pour être continent et pour surtout pas abandonner le continent, c'est de renforcer la relation franco-allemande. C'est ce qui me paraît faire continent aujourd'hui. Quand vous ajoutez la France et l'Allemagne, vous faites continent. Et donc c'est bien d'avoir les autres pays, je ne dis pas qu'il faut abandonner les autres pays, mais le franco-allemand, c'est le continent. Et aujourd'hui, moi j'ai vécu ça avec Jacques Chirac, quand Jacques Chirac s'était opposé à George Bush sur l'affaire de la guerre en Irak. La force était naturellement la force de la France, qui était membre du Conseil permanent de sécurité à l'ONU, mais l'accord de l'Allemagne était très important. L'accord de Schröder faisait que l'accord était franco-allemand, même si la voix était française. Donc pour moi, la boussole, c'est de faire continent, et pour faire continent, il faut structurer la relation avec l'Allemagne, car c'est ce qui donne à la France la dimension continentale. Ça, c'est le nord de ma boussole, le cap. Sur l'est, naturellement sur la Chine, ce qui me paraît très important, c'est d'avoir un partenariat d'influence avec la Chine. La Chine a un soft power qu'elle se développe et pour lequel la France a une très bonne relation aujourd'hui avec la Chine. C'est une relation qui est faite grâce au général de Gaulle, qui en 1964 était le premier à reconnaître la Chine communiste, mais aussi parce qu'il y a de vraies proximités entre le peuple chinois et le peuple français. Je ne veux pas développer tout ça, mais il me paraît très important de nous inscrire dans une stratégie d'influence dans le monde en partenariat avec la Chine. Le Sud, évidemment, c'est l'Afrique. Je pense que l'Afrique, il faut avoir une vision très positive sur ce qui se passe actuellement en Afrique. Elle est à la fois le poumon du monde, 22% du territoire africain est de la forêt. C'est non seulement un espace environnemental majeur, c'est un espace dynamique sur le plan de la démographie. 43% des Africains ont moins de 15 ans dans l'Afrique subsaharienne. Et puis, naturellement, les Chinois n'ont pas oublié, c'est aussi les matières premières et la capacité de développer cette richesse du pétrole, des minerais et de l'agriculture. Le cap, c'est l'Allemagne. L'Est, c'est la Chine, le Sud, c'est l'Afrique, et pour notre Ouest, l'Amérique, un vrai grand sujet qui est aujourd'hui de discuter, de réfléchir à la pratique de la démocratie. Vous savez, la démocratie, c'est un contexte
et un concept très différent d'un pays à un autre, puisqu'au fond, des pays sont organisés de manière fédérale, vous avez des pays qui organisent la démocratie de manière très différente, il y a tous ceux qui ne sont pas démocratiques, mais il y a tous ceux qui sont démocratiques, mais on ne peut pas comparer, par exemple, la démocratie israélienne avec la démocratie allemande, on voit bien ni avec la démocratie américaine. Ce qui me paraît important aujourd'hui comme sujet, c'est de voir comment on peut fortifier la démocratie dans notre monde où un certain nombre de pays continentaux aujourd'hui ne sont pas démocratiques et ont des capacités d'efficacité qui sont assez impressionnantes. Ce sont eux, si vous faites la corrélation entre la croissance et la démocratie, vous apercevrez quand même que c'est assez préoccupant de voir qu'il n'y a pas de lien très direct et que les pays autoritaires, ce sont des pays qui souvent sont des pays planificateurs, ce sont des pays qui gèrent l'avenir et au fond la démocratie aujourd'hui, elle est tellement dépendante du présent qu'elle est quelquefois moins efficace. Et pour ça, il faut qu'elle se modifie, qu'elle se réforme et donc qu'elle trouve des institutions, et sans doute mais ça c'est vrai des États-Unis, c'est vrai de la France, c'est vrai d'un grand nombre de pays. Quand vous pensez aux États-Unis, les Américains refusent de réfléchir à des institutions nouvelles. Mais quand vous voyez que le président, dans son premier mandat, le président Obama, il est élu pour une réforme de la santé, que sa réforme de la santé, il lui faut plus de 2 ans pour la mettre en route, qu'au bout de 2 ans, il a des élections de mid-term et que cette réforme de la santé n'est pas mise en route, donc il perd ses élections, et qu'au fond, ce système-là, où on donne au président américain que 2 ans, la première démocratie du monde, on donne au président américain simplement 2 ans pour agir, et au bout de 2 ans, on lui met un congrès qui lui soumet en hostilité pour lui rendre les choses un peu plus complexes. Donc celui qui est chargé de porter les couleurs de la démocratie, il est face à un certain nombre de gens qui ont d'autres logiques. Moi, j'ai été Premier ministre, on m'a appelé à 11h, on m'a demandé de m'installer dans mon bureau à 15h, j'avais 40 personnes du gouvernement à nommer pendant 48 heures, et j'avais 400 personnes à nommer dans les 8 jours qui suivaient. Monsieur Li Keqiang, le Premier ministre chinois, ça fait 5 ans qu'il sait qu'il va être Premier ministre. Ça fait 5 ans. Alors, je ne veux pas dire que le modèle chinois est un bon modèle. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'entre celui qui apprend le matin qui va être Premier ministre et celui qui a 5 ans pour se préparer, ce n'est pas tout à fait pareil. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des différences. Donc, tout ça, je pense qu'avec les États-Unis, cette vision de l'Ouest, il faut faire en sorte que des institutions démocratiques se modernisent de manière à pouvoir intégrer des logiques d'efficacité, ne pas abandonner évidemment la démocratie, mais que la démocratie soit compétitive avec les régimes plus autoritaire quand il s'agit notamment d'intégrer le moyen terme ou d'intégrer des notions d'efficacité. Voilà, je vous ai parlé avec conviction d'un certain nombre de choses que j'observe dans le monde et ces mouvements. Je vous ai beaucoup parlé de la Chine. Je ne suis pas un sinologue, je tiens à vous le dire tout de suite. Je suis comme Paul Claudel. Quand on lui disait à Paul Claudel « Qu'est-ce que vous pensez des Chinois ?» il disait « Ah, votre question m'embarrasse, je ne les connais pas tous. » Mais je suis prêt à répondre à vos questions.